Fiat. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Pour le Qatar, la France est un paradis fiscal puisqu'il ne paye pas, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, 1 centime sur les plus-values qu'ils peuvent faire sur les affaires immobilières et autres en France. Le Qatar est aussi celui qui, selon certaines révélations de journalistes, donne jusqu'à des salaires de 35 000 euros par mois à des gens qui ont fait des choses et des opérations plus ou moins, je ne dirais pas légales, mais plus ou moins stigmatisantes. Le Qatar, c'est quoi? Mais quelqu'un qui a connu la face sombre en parle. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff, Jean-Pierre Maronggiu, qui a passé 1744 jours dans les prisons du Qatar et qui nous présente son livre « Témoignage exceptionnel, incarcéré », c'est le titre, publié aux éditions Nouveaux Auteurs. Jean-Pierre Maronggiu, bonjour. Bonjour, monsieur Berkoff. Votre livre est absolument poignant. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout... Enfin, les médias n'en ont pas du tout parlé. Je ne parle pas de votre livre, de votre affaire. En tout cas, il y a eu des silences assez assourdissants. Le gouvernement français, on va en parler aussi. Je ne sais pas si c'est conduit de la manière la plus exemplaire à votre égard, mais je voudrais qu'on raconte pour les auditeurs de Sud Radio. Je recommande ce livre, parce que ce livre montre ce qui peut se passer au moment où on fait des affaires avec des tas de gens, effectivement, vente d'armes oblige, renflouement des caisses de l'État oblige, mais quand même. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous êtes chef d'entreprise, vous arrivez au Qatar pour faire des affaires. Alors d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est le Qatar. Le Qatar, c'est une toute petite surface de sable qui est entourée de gisements de gaz et de pétrole, et qui est devenu le pays le plus riche du monde. Mais il n'y a pas de population au Qatar. 360 000 pour une population de 3 millions. Tout le reste, hors ces 300 000, sont des esclaves. La kafala, qui est le régime en vigueur... Vous dites esclave, vraiment. Je dis esclave, c'est l'esclavage moderne. Et je dois d'ailleurs pas mal d'ennuis pour l'avoir dit à une émission française sur M6 Capital, que le Qatar, à l'époque, pratiquait déjà l'esclavage moderne. C'est la kafala. La kafala impose un partenaire à 51% sur toutes les créations de sociétés. Moi, je n'avais pas l'idée de venir m'installer au Qatar. Je suis un expert en management, j'ai toujours travaillé à l'expatriation, et je tiens à dire que les gens qui travaillent à l'expatriation ne vont pas chercher fortune, ils vont représenter le savoir-faire français à l'étranger. Ouais, ils peuvent aussi chercher fortune, pourquoi pas? Et éventuellement... C'est pas immoral. Éventuellement, gagner sa vie n'est pas immoral. Ouais. Je donnais des conférences en management dans les milieux pétroliers. Une délégation du Qatar est venue me harponner à Londres, puis à Rome. Et finalement, j'ai décidé de créer dans le Moyen-Orient, puisque c'était la seule région du monde que j'ignorais, je ne connaissais pas, ma société, Project and System, qui devait développer les capacités au management d'ingénieurs qataris. D'accord. Donc vous installez à Doha, Je m'installe à Doha, on me dit, ne t'inquiète pas, la kafala, c'est pas un gros souci, on va signer des accords à part, des side agreements, avec l'aide d'un avocat, et ensuite tu auras donc la jouissance de ta société. Tout a très bien fonctionné pendant 6 ans, jusqu'à ce que le sponsor, puisqu'on appelle ça comme ça là-bas, sponsor qui veut dire parrain, mais c'est le sens mafieux du terme, décide de récupérer cette société pour l'intégrer dans son groupe de sociétés à lui. Tous les Qatariens, puisqu'on ne dit pas Qatari, on dit Qatariens, sont des sponsors de plein de sociétés. Oui, puisque comme vous l'avez dit, on ne peut pas créer une entreprise au Qatar si on n'a pas un sponsor qatari. Absolument. Et vous aviez votre sponsor. Et moi, j'avais mon sponsor, qui était un membre de la famille royale. D'accord. Et c'est peut-être là où le bas blesse. Et puis, ces gens-là sont venus un jour dans mon bureau en me disant c'est super, ta société fonctionne très bien, elle est maintenant sur la place publique et elle est reconnue internationalement. On voudrait l'intégrer dans notre groupe de sociétés. J'avais investi 2 350 000 euros, qui sont les économies de toute une vie, je tiens à le préciser. Et je lui ai dit, écoutez, moi, il n'y a pas de souci, je vous cède mes parts pour 3 millions d'euros, et puis j'irai faire ma vie ailleurs. Ailleurs, oui, c'est ça. Ouais.
Et là, à ce moment-là, j'ai vu les barbes tomber et on m'a posé un réal sur la table en me disant « mais pas du tout, cette société nous appartient. Si tu n'es pas d'accord pour dégager rapidement, eh bien, on va mettre au vote le conseil d'administration et comme tu es en minorité, tu seras... » Oui, style, cette société est à nous, on n'a rien à te payer, on n'a rien à te donner, etc. Tout à fait. Mais vous étiez juste par rapport à ce que... Vous avez parlé des accords à côté, des satisfactions. Mais ce sponsor était à 50% dans votre société ou pas? Alors, votre statut à vous? Sur l'enregistrement au ministère du Commerce qatari, il était à 51%. Sur les side agreements signés avec un avocat local, il était à 10%. D'accord. Donc, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, ils vous disent, voilà, tu n'auras rien, on prend la société. Alors, j'ai réagi en bon français, je leur ai montré la sortie, et j'ai dit, vous ne revenez plus dans ce bureau. Et là, ils sont partis en me disant, mais tu ne sortiras jamais plus du Qatar, ni toi, ni ta famille. En tant qu'expatrié, je me suis toujours déplacé en famille. Vous étiez avec votre femme et enfant? Tout à fait. Ah oui, d'accord. D'accord. À partir de là, silence pendant 2 mois, et j'étais à Qatar Foundation, puisque vous avez parlé à quel point Qatar Foundation subventionnait Tariq Ramadan. Entre autres, et 35 000 euros, c'est ce que nos 2 confrères journalistes ont comme papier et comme preuve. Mais croyez-moi, c'est bien au-delà. C'est beaucoup plus que ça. J'étais président de l'Union des Français à l'étranger au Qatar pendant 5 ans. J'étais reçu à l'ambassade et je recevais les ministres, les sénateurs et les députés qui venaient nous visiter. Nos chers émirs. Et qui repartaient les valises pleines. Ça, on en a parlé, ça, effectivement, ça n'a pas fait de bruit. Mais revenons à vous, Jean-Pierre Marron. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 mois? Rien, et puis un jour, je reçois un coup de téléphone alors que je donnais une conférence à Qatar Foundation en me disant, c'était le banquier qui me disait, écoutez, j'ai 6 millions de Qataris réals de chèques qui se présentent, et puis on n'a pas de couverture. Alors j'étais très étonné, puisque la veille, il y avait plus du double sur le compte. Et on m'a dit, non, mais votre sponsor vient de passer, videz les comptes, il avait un voyage à faire en Angleterre, il a pris toutes les liquidités, il est parti. De votre société? De ma société. Ouais. Et je précise qu'il n'avait absolument pas le droit de le faire, mais c'était un cher Al-Thani, ils ont tous les droits, on est dans une société féodale. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À partir de là, c'est la descente aux enfers. Parce que j'ai tapé toutes les portes sur les factures en cours pour récupérer ce qui m'était dû. Les sociétés internationales, Total, BP, Exxon et autres, m'ont payé ce qu'elles me devaient. Mais les sociétés avec un Q, les sociétés qatariennes, locales, Qatar Foundation, Qatar Petroleum, rien du tout. Et je me suis retrouvé donc en cessation de paiement immédiate. Et puis, au Qatar, chaque chèque sans provision est passible de 1 à 3 ans de prison. La société comptait une centaine d'employés, la plupart des expatriés qu'il fallait loger. Quand vous prenez une villa au Qatar ou un appartement, vous devez donner 12 chèques de garantie sur les 12 mensualités de l'année. À l'avance, c'est ça, 12 chèques de garantie. Et donc vous vous retrouvez avec des centaines de chèques dans les nuages. Et le jour où la banque émet un signal, les propriétaires, qui sont des Qatariens, mettre en circulation tous les chèques de garantie, dus ou pas dus. Tout de suite. Immédiatement. Et je me suis retrouvé avec des sommes incroyables à régler. J'ai payé tout ce que j'ai pu et il est resté au fin fond de mes moyens 12 chèques pour un montant avoisinant 300 000 euros. Et alors, qu'est-ce qui... Donc, vous ne pouvez plus payer, évidemment. Je ne pouvais plus payer. J'ai eu immédiatement un travel ban, c'est-à-dire une interdiction de quitter le territoire, moi et ma famille. Je me suis donc battu et quand je dis battre, c'était au sens physique du terme, pour pouvoir faire sortir ma famille. J'ai corrompu un officier de l'immigration afin que mes enfants et ma femme puissent sortir. Mes enfants sont sortis immédiatement. Ma femme, il a fallu attendre presque 2 mois pour y arriver. Et j'étais dans les rues de Doha, sans revenus, sans bureau, sans logement, sans rien. J'ai décidé de m'évader du Qatar. Avec quelques fonds que des amis m'ont fait parvenir, j'ai acheté un kayak chez Gosport Doha. Je fais de la pub. Et j'ai rejoint, à une 60aine de kilomètres plus loin, l'île de Bahreïn, qui appartient donc au royaume bahreïni. À l'époque, le blocus n'était pas en cours, mais les Bahreïnis et les Qataris se haïssent cordialement. Ils sont membres de la même famille. Donc vous arrivez à Bahreïn? J'arrive à Bahreïn, à l'ambassade de France. Je me présente au consul, qui avait été prévenu par la consul de France au Qatar.
Et je dis, ben voilà, Elle était, elle était au courant de la consul de France de Qatar de votre évasion, oui. Tout à fait. Je peux le dire maintenant puisqu'elle est en retraite. D'accord. Et donc, alors, vous présentez au consul. Je me présente au consul. À Bahreïn, pardon. À Manama. À Manama. Et qui me dit, bon, écoutez, oui, c'est quand même difficile. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous accompagner au service des migrations et je vous autoriserai à passer en tant que citoyen français. À l'heure dite à l'aéroport, il m'a envoyé un coup de téléphone en me disant, ben non, finalement, l'ambassadeur n'est pas très chaud. Donc, ce que vous faites, vous vous déclarez illégal au Qatar, au Bahreïn, oui. Et je viendrai, moi, le lendemain, vous faire sortir. Le lendemain matin, j'ai eu la surprise de voir arriver les gardes de côte qataris qui m'ont ramené et incarcéré immédiatement au Qatar. Hallucinant, ça. Oui. Ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le dire, cet ambassadeur était complice. Totalement complice. Il avait ma femme au téléphone qui lui demandait d'agir et il a tergiversé en disant mais c'est difficile, vous comprenez. En fait, j'ai été vendu au Qatar par mon gouvernement. Ouais, c'est assez. On n'a pas les mots là, mais alors parce que je voudrais qu'on arrive à la prison et à ce qu'il a passé. Donc, ils vous raccompagnent au Qatar et ils vous mettent tout de suite en prison là. Oui, immédiatement. Immédiatement. Alors, qu'est-ce que c'est, justement, Jean-Pierre Marronjus? Parce que près de 5 ans, 4 ans et 9 mois, c'est quand même énorme. Donc, sur ces bases-là, quoi. Ils vous ont accusé de quoi, en fait? Alors, donc, chèque sans provision. Chèque sans provision, c'est ça. Qui est le pire crime possible dans un État du Moyen-Orient. Oui, le reste, effectivement, la mutilation, les viols, la mutilation, les assassinats divers et variés, ça ne compte pas. Ouais, ça ne compte pas. Et alors, alors, comment ça s'est passé? Vous racontez, c'est tout votre livre, mais je voudrais que... vous attendiez à ça? C'était les prisons qataries, etc. Non, mais quand je me suis retrouvé sans ressources aucune au Qatar et que j'ai décidé de m'évader, je me doutais bien que j'allais être incarcéré. Mais la nature des prisons qatariennes, je n'en avais aucune idée. Mais la nature de la prison elle-même, pour moi, ça n'a jamais été un horizon. Hein. Je suis un ingénieur. Et alors, si vous aviez à décrire, vous diriez quoi? C'est l'enfer sur Terre. Si les gens qui sont des mystiques parlent souvent de l'enfer du paradis, je peux vous dire que l'enfer se trouve dans les geôles qatariennes. C'est-à-dire ce sont des espaces clos, bien évidemment, entourés de barbelés et de forces armées, dans lesquels toutes les nationalités et les plus défavorisés se retrouvent là. On vous a mis avec tout le monde. Oui, complètement. Vous n'êtes pas, en tant que Français, vous n'aviez pas... Je n'avais absolument pas de statut privilégié. Les gens étaient très étonnés de voir un Français. Certains des Népalais, des Sri Lankais n'en avaient jamais vu. Pour eux, la France, c'est un pays de cocagne. Et c'est la Tour Eiffel, c'est l'Arc de Triomphe. Et ils étaient sidéré de voir qu'un ressortissant français était dans ces situations. Et le traitement est comment? On nourrit, la nourriture, tout ça. Oui, on reçoit de la nourriture qui nous est jetée par terre et qui est une nourriture avariée 3 fois par jour. Personne n'a envie de manger ça, même les rats en étaient dégoûtés. Il faut dormir dans des... Alors les 2 premières années, c'est carrément dans un blocos sans lumière du jour. C'est un long couloir et les gens s'entassent là-dedans, on dort par terre, la lumière des néons en permanence. Et l'hygiène, n'en parlons pas. Une hygiène abominable. Des gens meurent et souvent quand ils meurent, il reste quelques jours, voire des semaines à se décomposer. On les ramasse pas, on les... Ah ouais, d'accord. Non, c'est... Et vous avez vécu ça pendant 5 ans et 9 mois. Et dites-moi... 4 ans et 9 mois. 4 ans et 9 mois, pardon. Et dites-moi, alors pendant ce temps-là, quand même, j'imagine que votre femme s'agitait, que beaucoup de gens s'agitaient. Et que faisait l'ambassade de France ou les représentants? Alors, mon épouse, qui a animé le comité de soutien avec des amis chers, et que je remercie d'ailleurs, a tapé à toutes les portes. Les portes médiatiques d'abord, et je dois là remercier les médias français, la presse. Il ne s'est pas passé un mois sans qu'un média, quel qu'il soit, régional ou national, ne parle de mon cas. Bon, tant mieux. Mais les politiques, eux, ont donné porte close immédiatement. On ne peut pas parler du Qatar, on ne peut pas toucher au Qatar. Et bien évidemment, les ayant vus revenir des valises pleines de leur voyage retour de Doha, il était hors de question qu'ils puissent dire quoi que ce soit. Enfin, il y en a quand même qui ne sont pas tous allés au Qatar et revenus avec des valises pleines. Écoutez,
vous pensez que... Alors, parce que c'est ça qui m'hallucine. Je me dis, il y a quand même quelques politiques je vous engage à lire un article qu'avait écrit Marie-France Etchegoyen pour l'Express, je crois. Oui. Ou l'Observateur. Qui était venu m'interviewer en me demandant, mais que viennent donc-ils tous faire au Qatar? Et il y avait des personnalités de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, qui repartaient ravis de leur voyage. Et j'avais eu à cette époque-là l'expression « Venez au Qatar, vous n'en reviendrez pas ». Je ne pensais pas si bien dire. Eh oui, non, c'est fou. Et en fait, donc, pas d'intervention politique aucune. Et juste, on pourra parler pendant des heures, mais on en reparlera, Jean-Pierre Marangus, mais encore vraiment, je vous engage à lire ce livre. En 2 mots, ce que vous avez à dire aux gens aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu qu'est-ce que vous auriez à dire? Vous allez dire quoi? C'est pas possible que ça continue comme ça, qu'on accepte ça? Alors, 2 choses. 1, le Qatar est un État tyrannique islamiste qui finance les organisations terroristes de tous bords, les sunnites et les chiites. 2, la diplomatie française ne fera rien pour un Français en difficulté dans un pays avec lequel elle a des accords stratégiques et économiques. Ça, je crois que c'est le plus important. Eh bien, écoutez, en tout cas, lisez ce livre et merci Jean-Pierre Marangus. Merci à vous Jean-Pierre Marangus. Je rappelle la référence de ce livre précisément, Incarcéré, c'est le titre, et c'est publié aux éditions Nouveaux Auteurs. Tous ceux qui ont écouté peuvent réécouter ce témoignage en podcast sur sudradio.fr ou alors en vidéo sur le Facebook de Sud Radio pour le Facebook Live. André Berkoff revient demain à midi en direct dans tous ses états. Et quant à nous, on poursuit notre journée avec Jacques Pessis pour les clés d'une vie aujourd'hui. Jacques Pessis reçoit Alil Vardar.